Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film qui se veut être comme une comédie burlesque et tragique à la fois, The Farewell, ou L'Adieu réalisé par Lulu Wang. On suit le portrait d'une famille chinoise qui se retrouve pour un mariage, mais qui est aussi et surtout un prétexte, un maquillage pour évoquer la mort. On va découvrir un peu de cette culture et tradition du pays, de cet amour familial dont l'humour et la dérision nous apporteront quelques moments cocasses. Le film part du postulat d'après un vrai mensonge. Et c'est vrai que tout au long du film, on sera constamment en demi-teinte. Il y a cet effet de la double nature de la célébration et de la famille, qui, comme on le sait, se réunit en grand lors de mariages, mais aussi de décès. L'un compense l'autre, le malheur par le bonheur. J'aime beaucoup cette idée de compensation temporelle, c'est-à-dire de voir un avenir plein de promesses qui se contrebalance par un avenir qui avance à reculons et dont le temps est épuisé. Il y a comme une transmission, si vous voulez, du temps imparti d'une personne et dont la longueur de ce long passé est offerte à la nouvelle génération. Il y a ce dilemme de révéler ou non la vérité, et tout le film met ce double enjeu sur les scènes qui peuvent autant nous interroger que nous toucher, d'autant plus si l'on y projette son propre vécu. C'est la force du film que de jouer sur cette double nature qui se mélange et s'entremêle, se contrebalance. Peut-on seulement dissimuler l'état de santé d'une personne, et quelles en seraient les raisons, ou les enjeux derrière ? Jamais dans un film la vérité et le mensonge n'auront été aussi flous. C'est peut-être l'aspect le plus intéressant du film que cette distinction des conséquences de la vérité et du mensonge par rapport à sa culture. Sur le fait que révéler la vérité en Occident est lié à la culpabilité d'une personne qui veut s'en décharger, comme une forme d'égoïsme ou tout simplement parce que c'est la loi qui déresponsabilise toute idée d'y réfléchir. Là où en Asie, il y a du sens, cette idée de faire partie d'un tout, et d'au contraire, de prendre le fardeau sur soi pour épargner l'autre. On peut aussi retrouver ces distinctions de culture par rapport aux éclairages ou aux bâtiments, qui n'ont pas le même sens, la même valeur. Par exemple, en Occident, on favorisera la richesse dans une maison. Là où en Asie, ce sont les grands bâtiments qui s'élancent vers les hauteurs, qui symbolisent la richesse. De même donc pour l'éclairage, que l'on considérera comme excessif, là où chez eux c'est plutôt un signe de richesse. C'est Lulu Wang qui disait que les lumières tamisées n'ont rien de romantique en Chine, et qu'au contraire, la lumière leur était beaucoup plus propice. Pendant le film, on peut avoir cette impression de ne pas entrer complètement dedans. Que ce soit par rapport aux différents personnages dont on aurait aimé plus, alors c'est peut-être en tant qu'occidental, on aura l'impression qu'on ne montre peut-être pas assez les relations entre les personnages. Comme pour le marié lui-même, avec sa femme japonaise, qu'on ne voit finalement jamais en privé, on ne sait même pas en quelle langue ils dialoguent ensemble. D'un autre côté, ça rend tous les personnages sur une même ligne d'égalité. Personne n'est mauvais, ou avec des choses véritables à se reprocher, comme on aurait chez nous. Chacun a une forme pour exprimer ce qu'il est, en fonction de son vécu, de sa culture, qui façonne les personnalités. Et c'est probablement le but de Lulu Wang d'avoir cette optique de groupe, d'un ensemble, sans avoir une personnalité qui ressorte du lot, ou encore de personnages sur lesquels avoir de véritables emprises. C'est peut-être même l'un des points qui est fascinant concernant l'héroïne, donc Billy, qui se retrouve en état d'impuissance totale. En Occident, on est habitué à se confronter aux problèmes, qu'une action peut tout changer et conjurer les maléfices. Billy se trouve dans cette position-là, de vouloir agir, de vouloir peser sur le cours des événements, avoir de l'impact sur autrui, sur son entourage. Mais le film nous fait découvrir la force et le sens de ne pas agir. Et elle doit s'y résoudre, se résilier à ne simplement rien faire. Parfois, il faut simplement laisser la rivière suivre son chemin, lâcher prise et l'accepter. Non pas pour soi-même, mais pour les autres. Et c'est l'effet de cet entre-deux qui est le fil conducteur de ce métrage, où ce personnage se retrouve à ne pas profiter de la personne qui est en face d'elle,
sa propre grand-mère, car elle n'a rien à lui raconter, outre ce qu'elle ne peut pas lui dire. C'est doublement terrible. Et le lien qui les unit l'est tout autant, car bien qu'un océan les sépare, les souvenirs d'enfance de Billy avec Nai semblent plus forts, plus impactants que celles avec ses propres parents en Occident. Il y a un conflit entre souvenir et réalité, et une réalité qui s'infiltre, s'immisce dans le souvenir. Néanmoins, il n'y a pas de solution ou d'échappatoire, puisqu'on voit également ce qu'elle aurait été, ou serait devenue en restant en Chine. On ne prend pas parti pour l'un ou l'autre, et le soleil n'est pas plus vert ici qu'ailleurs. Il n'y a juste pas de mieux. C'est ce que représente ce personnage qui ne sourit jamais, qui ne sait pas vraiment sourire d'ailleurs, à l'image de son plan final où elle est seule au milieu de la grande ville, confinée et cloisonnée dans la tristesse, la détresse, remplie de pessimisme, de fatalité, mais aussi d'une silencieuse et douloureuse vérité. Le film met bien en avant la valeur et la force de l'instant présent, qu'il faut profiter de tous ces moments uniques pour échanger et partager, pour créer la joie et le bonheur, et que l'effort, ou le temps consacré, est bien plus précieux que celui que l'on perd à déprimer ou anticiper les choses. L'esprit est bien trop souvent porté sur la fatalité, et passe à côté de la beauté cachée. Celle qu'on explore d'ailleurs dans le film du même nom, réalisé par David Frankel. Après cette séquence finale sur Billy, on y ajoute une petite scénette supplémentaire avec la grand-mère, qui semble tendre vers une forme d'espoir, marquant bien que ce qui compte, c'est l'image qu'on gardera, qui restera. Continuer à faire comme si de rien n'était est aussi une forme de sublimation de la mort. Une fin à la fois positive et négative, à double effet. La grand-mère est vraiment le ciment de cette famille, elle en est l'essence. Et c'est ça qui est condamné. C'est le vrai sens de sa maladie. D'un passé qui se meurt, qui disparaît, comme les générations qui partent dans d'autres pays ou qui tendent à s'occidentaliser, oubliant leur propre identité, les racines de leur terre, de leurs ancêtres, de leurs origines, et ne parvenant pas à concilier ce passé avec le futur. C'est la fin d'une époque et tout ce qu'elle contient. C'est la vie qui avance, le temps qui passe contre lequel on ne peut tout simplement rien faire. L'oiseau qui quitte le nid pour s'envoler, s'élever, comme l'âme d'un monde qui ne sera jamais plus. Là encore, il y a cette double nature qui se tiraille. C'est un film très personnel que nous livre ici Lulu Wang, qui nous raconte l'histoire de sa grand-mère et d'une situation qu'elle a véritablement vécue. Tout comme pour l'actrice principale, qui est américaine malgré ce qu'il n'y paraît, et qui retrouve ici une partie de ses origines, jouant même en chinois, qui n'est au final pas sa langue maternelle. Il y a là encore cette double confrontation au sein d'une personne. Et je crois me souvenir que dans sa jeunesse, l'actrice principale était très proche de sa grand-mère, ce qui évidemment renforce le lien dans le film. Je finirai sur la musique d'Alex Weston qui est vraiment pas mal, et qui réutilise des compositions classiques, notamment la sonate numéro 8 de Beethoven qui réapparaît à plusieurs reprises dans le film et qui pour le coup colle parfaitement bien à la situation. Voilà donc pour ce film dans lequel il manquera probablement quelque chose pour être pleinement captivant, mais c'est avant tout dans son rythme, dans son sous-texte dramatique qu'il y a petit à petit comme une forme de mélancolie, de poésie qui finit par nous imprégner. Il aurait gagné en émotion, en intensité si la grand-mère Nai avait été au courant depuis le début et qu'elle-même gardait le silence. Mais rien ne dit le contraire non plus. Et au final, c'est bel et bien ce sourire en double teinte qui est le plus bouleversant. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Salut!